Merci, cher Christian. Chers amis, je vois beaucoup de visages qui me sont chers, donc c'est l'occasion pour vous redire toute mon amitié, mon affection. Je suis effectivement à cette table ronde avec mes camarades pour essayer de réfléchir sur la question de la vulnérabilité, et je voudrais essayer de réfléchir à la phrase du chapitre 19 de la charte d'Helsinki, je la cite, « Tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d'une protection adaptée ». Je voudrais partager avec vous la conviction que ce principe qui peut apparaître de bon sens, de bon sentiment même peut-être, nous engage en réalité très loin et très profond, parce que, à mes yeux, en la vulnérabilité vient au jour le sens premier de l'engagement médical et soignant qui est fait tout autant de recherche, de clinique, mais aussi d'accompagnement. Alors, en priant les philosophes dans la salle d'excuser cette incursion sur leur territoire, je vous propose de chercher, pour essayer de comprendre en quoi cela nous engage, je vous propose de chercher du côté de ce qu'un philosophe nommera le délogement de l'horizon ontologique. Chacun son vocabulaire. Comment nommer l'horizon ontologique de l'univers médical et soignant? Peut-être en ceci qu'une médecine sans science ni recherche n'est ni envisageable ni recevable, ou encore qu'il s'agit chaque jour d'engager résolument nos savoirs et pouvoir-faire avec ce que cela comporte de compagnonnage tout autant que de connaissances validées par l'expertise. Parler d'horizon ontologique, c'est aussi, tout simplement, rappeler que l'expérience clinique et l'épreuve de la maladie enseignent que la raison d'être n'est pas un vain mot, puisqu'elle inspire un légitime acharnement à vivre. Mais pour autant, tout n'est pas dit ainsi. Nous pourrions en effet commencer par souligner que l'avancée scientifique nous saisit parfois d'interrogations radicales, et qu'en ce saisissement, suspendant le cours glorieux des choses, se rappelle à nous la prudence de l'Ecclésiaste, accroître sa sagesse, c'est accroître sa peine. Nous pourrions également évoquer tout simplement la confrontation entre ce qui est, l'ontologie, et ce qui doit être, la déontologie, sans lequel il n'est point d'exercice médical depuis Hippocrate. Mais en réalité, nous pouvons surtout affirmer que l'essence de la médecine et du soin, c'est l'impossibilité de passer son chemin lorsqu'il s'agit de souffrance. C'est détourner son pas vers autrui et non pas détourner son regard d'autrui. Ainsi, pouvons-nous évoquer le délogement de l'horizon ontologique. Je l'ai pour ma part compris, ce délogement, en entendant Lévinas parler de la vocation médicale de l'homme, donnant à voir que la vérité d'humanité surgit ultimement dans la distanciation par rapport au seul souci d'être. Cette vocation médicale nous invite en effet à chercher du côté d'une quiétude, d'une inquiétude éthique, d'une impossible quiétude du savoir, du vouloir et du pouvoir. Elle nous invite à entendre que l'humanité n'est pas d'abord dans son pouvoir, mais dans sa responsabilité. Ce qui paraît à l'humain comme vulnérable signifie en réalité un appel premier à la responsabilité, un jamais quitte. Et parce que dans altérité, il y a altération, la responsabilité s'exprime pour Lévinas comme un soi se vidant de lui-même. Un soi se vidant de lui-même. C'est dans sa kénose que l'être se révèle requis par le bien, c'est-à-dire élu. C'est pourquoi l'intuition me semble être de comprendre que l'activité médicale et soignante devient elle-même, lorsqu'elle sait se faire rencontre entre deux vulnérabilités. Il y a la vulnérabilité née de la fragilité du corps et de l'esprit, à l'extrême limite de l'humanité comme nous l'éprouvons souvent. Mais il y a tout autant la vulnérabilité du médecin et du soignant, vulnérabilité au sens où Lévinas disait « seul un moi vulnérable est capable d'aimer ». Répétons-le, seul un soi se vidant de lui-même. Que faut-il alors chercher à entrevoir? Peut-être ceci, un sens de l'humain venant au jour dans les limites mêmes d'une puissance qui veut se suffire à elle-même. Il me semble que nous approchons là de la visée fondatrice de l'activité médicale et soignante,
C'est pourquoi je n'hésite pas à répéter, et ceux qui étaient avec moi à l'assistance publique s'en souviennent, je n'hésite pas à répéter depuis plusieurs années que l'hôpital est un lieu d'humanité parce que l'homme couché y oblige l'homme debout. La priorité donnée à la performance rythme notre engagement parce que, somme toute, mieux vaut être efficace et efficient qu'inutile et dispendieux. Mais le danger d'inhumanité pointe lorsque la performance devient la seule finalité. Le bandit cherchera à être performant, mais faut-il glorifier le banditisme? Voilà donc que la personne vulnérable, qu'un corps démuni de ses possibles ou qu'une parole privée de ses mots donne le signal d'un au-delà du seul possible. Je reprends là le mot qu'un malade m'a confié avant sa mort. L'amour est au-delà du seul possible. Je cherche avec lui à lire dans la vulnérabilité que la vie humaine ne saurait se limiter à ce qui est performant, certes, mais plus profondément encore à ce qui se maîtrise, à ce qui est possible. Il ne s'agit pas ici pour moi de plaider pour un pâtir sans agir ni lutter, mais l'intuition me semble être celle-ci. Si la souffrance enferme absolument dans l'être-là du corps et appelle une lutte sans merci avec l'espérance de vivre ou vivre mieux, elle est tout autant une subversion radicale de tout ordre établi et ultimement une déprise de soi. Cela fait-il sens? Le regard philosophique dira que la résistance qu'oppose la souffrance à la performance et au possible est peut-être à lire comme la rupture d'une immanence suffisant à elle-même et de ce fait comme un événement de transcendance. Dans ce sens-là, d'un impossible du possible, là aussi se cherche l'espérance au creux si douloureux de la vulnérabilité la plus extrême. Didier Sicard a exprimé cela en appelant à apprendre l'impuissance de la médecine tout autant que sa puissance. Et dans le travail que nous avons mené ensemble sur la fin de vie, nous avons souligné, pour y lire une absence d'écoute réelle des malades, combien la médecine hésite à lâcher prise, ou encore le risque d'une évolution de l'hôpital revendiquée par certains comme une entreprise de soins. Je vous propose d'aller encore un peu plus loin sur ce chemin de réflexion, car à l'heure où la vulnérabilité fait obstacle à ce que je croyais être la dignité, il s'agit d'aller jusqu'à découvrir que ce n'est pas moi le juge de l'humanité de l'autre. Si le regard humain peut déshumaniser, on le sait hélas que trop, inversement, il n'est pas d'une certaine manière en son pouvoir d'humaniser. La personne vulnérable n'a pas besoin de moi pour se savoir humaine dans son intime, car c'est elle, en réalité, qui me fait advenir à mon humanité à l'instant même où, répondant à son appel, je détourne mon pas vers elle. L'ultime de la réflexion, c'est ainsi de comprendre que l'autre change mon regard avant que je n'en formule la volonté altruiste. Ce mouvement n'est donc pas celui d'une attention bienveillante venant contraindre l'exercice de la recherche. Le questionnement ne conduit pas à se pencher sur la situation des personnes les plus vulnérables pour envisager au mieux ce que nous pourrions faire pour elles. Non, l'exigence éthique va bien au-delà. Je vous propose de comprendre qu'en appelé au sens premier de l'engagement médical et soignant, conduit à considérer que le droit de la personne vulnérable est en réalité l'éclaireur et l'éveilleur du droit commun de la recherche et de la clinique. Tant il est vrai que le défi d'exemplarité sur une question, la vulnérabilité, touche de manière insoupçonnée, directement ou indirectement, un très grand nombre de personnes. La situation de vulnérabilité fait en particulier entrevoir que toute parole est à entendre, non pas seulement dans les pleins du dit, mais aussi dans ses déliés, et que le non-dit est parfois une part importante du dire. Et peut-être que la différence entre l'assentiment et le consentement, Christian, c'est de comprendre ce qui sépare le mot tel qu'il se présente du mot qui se découvre et se comprend dans l'intériorité. Ainsi, une quête plus subtile du consentement, rendue moins évident par la situation de vulnérabilité, rappellera une nécessaire prudence quand l'autonomie du sujet ne fait pas débat et permet de transformer un peu trop vite le consentement en signature sur un formulaire administratif. Ainsi, un examen clinique rendu plus difficile par une communication hésitante mettra au jour qu'une clinique sans récit est vouée à la répétition automatique de raisonnements et d'actes au risque d'erreurs graves.
Et j'irai donc aujourd'hui avec vous jusqu'à souligner ceci: le droit commun, emportant non seulement l'égalité de traitement, mais tout autant la réponse personnalisée, au nom d'une évolution sociétale qu'au demeurant, la médecine rattrape par la personnalisation de ses thérapeutiques, eh bien, il n'est pas interdit d'entendre dans le dit de l'adjectif adapté accolé dans la charte d'Helsinki au mot protection, protection adaptée, il n'est pas interdit d'entendre le dire de l'adjectif personnalisé, ou mieux celui de l'adjectif accompagné, protection accompagnée, qui signifie service parce que relation et non pas seulement prestation. En vous invitant ainsi sur ce chemin de réflexion, je ne cherche pas à dessiner devant vous les contours d'un univers idéal. Je souhaite au contraire être plus exigeant que le conditionnel employé par la charte devrait bénéficier. Conditionnel qui donne à voir comme une sorte de droit déploratif. L'inquiétude éthique n'est pas un regard porté de surcroît sur la recherche et les soins qui lui resteraient distincts. Leur lien est substantiel. Le philosophe dira que l'inquiétude éthique est la philosophie première. Eh bien, il faut en mesurer tout le sérieux, un sérieux qui guide tout autant le colloque singulier que la conduite des politiques publiques. Ainsi, parce que mettre fin aux ruptures de la chaîne des compétences dans le soin et l'accompagnement des personnes en situation de chronicité, mettre fin aux ruptures est le devoir premier d'humanité qui donne sens à notre engagement professionnel. Le rapport du comité des sages que j'ai eu l'honneur de présider l'an passé a proposé une démarche systémique et pragmatique pour favoriser la coordination au bon moment de chacune des compétences. Mais il l'a fait aussi parce que cette coordination est non seulement le chemin avéré de la qualité, mais également la voie la plus durable face aux défis du financement, en acceptant une nécessaire réorganisation des flux de dépenses et l'exigence éthique de discernement dans les pratiques. Au total, nous aurons ensemble compris, je pense, que la recherche comme l'exercice médical et soignant ne vaudront qu'à la mesure de l'éveil des consciences de chacun de ces acteurs, au cœur de la tension entre le légal, le moral et la pratique. Puisque la confiance appelle et rencontre la conscience, une réflexion éthique s'imposera toujours. Aucune recommandation ni aucune charte ne pourront recouvrir tous les cas de figure ni comprendre la singularité de chaque personne vulnérable. La tyrannie survient, rappelle Catherine Chalier, quand l'homme oublie le nécessaire de la vie intérieure, quand il pense que les lois écrites suffisent à elles seules pour traiter de la morale. La médecine est un lieu de méditation et de médiation qui révèle l'homme à l'homme, ce dont il est question, ce à quoi appelle la charte qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'une conscience en éveil, dont l'intention première vient de l'exigence éthique, venant au jour dans la rencontre d'autrui souffrant et vulnérable. Je vous remercie.